Bienvenue dans l'Africa Newsroom si vous nous rejoignez. Ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Jemal Taleb et Jean-Marie Bitoumo. Tout de suite, le dossier du jour. Semaine consacrée donc à la fonction de député sur le continent africain. Focus aujourd'hui sur le député rwandais. Le Parlement rwandais est composé d'une chambre de députés et d'un Sénat. Les députés sont au nombre de 80. Et il apparaît aujourd'hui que de plus en plus de Rwandais sont désireux de s'engager pour leur pays, notamment en devenant député. Alors comment devenir député au Rwanda? Comment expliquer un tel engouement pour cette fonction? C'est ce que nous explique notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Voyez son reportage. La troisième législature est actuellement en cours au Rwanda après la période de transition entre 1994 et 2003. Le Parlement du pays des 1000 collines est depuis environ une décennie bicaméral. En effet, il est composé d'une chambre basse, celle des députés, et d'une chambre haute appelée Sénat. 80 députés siègent aujourd'hui au sein de la Chambre des députés. Le parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais et ses alliés sont majoritaires au sein de l'hémicycle. Il dispose d'environ une cinquantaine de parlementaires. Y a-t-il une législation particulière pour être député au Rwanda? Qu'est-ce qui motive les gens à siéger au sein du Parlement? Quel est le bilan de la troisième législature du Rwanda? Ces dernières années en Afrique, de plus en plus de citoyens ambitionnent de devenir députés. On trouve cet appétit politique dans presque toutes les catégories d'âge. Jeunes comme vieux, tous veulent assumer les responsabilités dans les hautes instances de prise de décision pour l'évolution de leur pays. Mais certaines conditions sont exigées pour siéger au sein de l'hémicycle au Rwanda, comme dans bon nombre de pays africains. La loi prévoit que vous soyez rwandais, que vous ayez 21 ans, que vous ayez la volonté de servir le pays, que vous êtes, je dirais, quelqu'un qui est engagé. Moi, je suis député. Je ne peux pas cumuler la fonction de ministre. Je ne peux pas cumuler la fonction de président directeur général d'une société. Même si c'est la mienne, je dois déléguer. Pour un partage équitable du pouvoir au pays des 1000 collines, la loi a prévu que toutes les couches de la population soient représentées au sein du Parlement. C'est à ce titre que les personnes handicapées bénéficient d'un siège et la jeunesse dispose de 2 députés. La vingtaine environ, l'une des représentantes de la couche juvénile du Rwanda est non seulement la moins âgée, mais aussi la moins expérimentée de tous. Une nouvelle aventure vécue avec beaucoup d'humilité. J'ai choisi d'être parlementaire car nous travaillions dans le passé avec certains parlementaires. C'est aussi parce que j'aime assumer certaines responsabilités. Je suis satisfait de mon travail au sein du Parlement, mais je suis consciente que c'est à travers un processus que je dois être à la hauteur des tâches. La population féminine occupe également une place prépondérante dans la troisième législature du Rwanda. Le taux de femmes parlementaires est estimé à 64%. Nous sommes ici à une séance plénière où une députée essaie de convaincre ses collègues d'adopter une loi relative à la réinsertion des démobilisés. Un exercice bien réussi. Très satisfaite. Oui, les questions posées par les parlementaires montraient combien ils étaient intéressés par le projet de loi et tout en félicitant ce qui a été fait par la Commission depuis les 12 ans d'existence. Donc le débat était vraiment très, très enrichissant. La Chambre des députés dispose de 9 commissions permanentes et d'une commission de suivi et d'évaluation. La plupart des dites commissions sont dirigées par les femmes. Grâce à leurs compétences, elles sont devenues incontournables dans les prises de décision. Un travail qui se fait surtout en complémentarité avec les hommes minoritaires dans l'institution. Une majorité féminine qui se bat pour construire une société plus juste et plus équitable dans le pays. Elles font leur travail de façon satisfaisante et surtout qu'ils se complètent avec leurs frères hommes. Et il y a certains aspects qui leur tiennent à cœur, notamment la question de la promotion de la femme, la question des droits de la personne et des droits des femmes, en particulier des enfants. La nouvelle génération participe de plus en plus aux prises de décision dans le pays. Pour faciliter son intégration à la Chambre des députés, les représentants de la dite génération collaborent avec les plus expérimentés de cette chambre basse du Parlement. Des collaborations qui se font dans des commissions où chacun est amené à se prononcer sur des questions essentielles pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Rwanda. Un tandem qui fonctionne bien pour le moment. Nous mettons nos services au profit de la nouvelle génération en essayant de vivre avec eux, de discuter avec eux et de travailler dans des groupes complémentaires
où nous apportons notre expérience. Jusqu'aujourd'hui, l'intégration est satisfaisante. Ils nous comprennent, ils comprennent là où nous avons passé, ils comprennent là où les orientations ont été données, et ils y contribuent de façon essentielle, de façon sensible à l'essor du développement de notre pays. La troisième législature du Rwanda a commencé son exercice en octobre 2013. Elle a exécuté environ 95% de ses activités en près d'1 an. C'est notamment le dialogue et le consensus des principes clés de la constitution rwandaise qui guident la bonne marche de la dite institution. Toutefois, certains défis comme les propositions de loi venant des parlementaires restent à relever pour donner un réel poids au pouvoir législatif. La majorité des lois que nous votons proviennent de l'exécutif. Mais comme nous avons le pouvoir aussi d'initier des propositions de loi, et le premier défi, c'est que nous n'avons pas suffisamment de personnel technique qui peuvent nous assister pour pouvoir initier beaucoup de propositions de loi. Le bicamérisme comme mode d'organisation parlementaire était décrit en Afrique il y a quelques années. Aujourd'hui, cette méfiance a été dépassée dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie et même le Rwanda. Le pays des 1000 collines en est actuellement à sa deuxième mandature sénatoriale. L'institution de la seconde chambre est prévue dans les constitutions de la Côte d'Ivoire et du Mali. Cependant, sa mise en place n'est pas encore effective. Alors, ce n'est pas un fait applicable, Jean-Marie, uniquement au Rwanda, mais aussi en Afrique et même au-delà, cette volonté de devenir député. Pourquoi député et pas ministre, par exemple? Est-ce que parce que c'est plus facile d'être député ou parce que c'est une fonction qui est plus proche du peuple ou est-ce que tout simplement parce que la fonction de député peut être plus attractive que ministre? Amira, il faut repartir sur l'histoire du Rwanda. Le Rwanda sort de très très loin, donc j'estime que la démarche qui est mise en place est une démarche qui est, pour moi, une démarche salutaire par rapport à un pays comme celui-là. Il convient de tout stabiliser, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda, les génocides qu'il y a eu dedans, ont complètement déstabilisé la société. Donc à partir de là, le président de la République s'est donné pour mission de pouvoir reconstruire une société beaucoup plus juste. Ce qui fait que dans la société, les gens ont envie de participer. Donc cette participation-là passe, bon, pour être ministre, c'est beaucoup plus haut. Alors qu'être député, la fonction d'un député, c'est quoi? C'est représenter le peuple, écrire la loi, essayer, comment dirais-je, de mettre en place des propositions de loi. C'est la courroie de transmission entre le peuple, si vous voulez, et l'État. Donc à partir de là, les gens se sentent impliqués dans la mesure où on leur donne la capacité de pouvoir se présenter aux élections, des députés, pardon. Donc à partir de cet instant-là, j'estime que c'est une bonne démarche qui est mise en place pour pouvoir rééquilibrer la société rwandaise qui sort de très très loin, comme je viens de le dire. Alors Gemal, est-ce qu'en Afrique on peut dire que les députés sont conscients de la fonction très très importante qu'ils occupent au sein de leur société? Je l'espère bien, surtout encore plus sur le continent africain qu'ailleurs. Un député, c'est quoi? Un député, c'est le représentant du peuple pour voter les lois. Donc c'est un législateur qui a un pouvoir délégué par la population. C'est ce qu'on appelle donc une démocratie représentative. À partir de là, vous avez donc une double conscience. Une conscience d'abord, c'est que vous votez les lois au nom du peuple que vous représentez. Et vous avez une double conscience, c'est que vous êtes pour le coup pas un censeur, mais celui qui est là pour vérifier que l'exécutif va dans le sens que le peuple souhaite ou pas. Ce qui explique d'ailleurs les commissions parlementaires de vérification, de contrôle, de supervision, ainsi de suite. Et donc, ça donne encore une fois au Parlement une force réelle et aux députés un pouvoir important. Enfin, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit en même temps. Pourquoi? Parce que même dans les pays démocratiques, un parlementaire, excusez-moi, en France, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y en a 577. C'est-à-dire qu'ils sont élus après les présidents de la République. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop nombreux et leur poids, on ne le voit pas. C'est-à-dire que leur mode de fonctionnement est prévu et encadré par la Constitution. Et donc, en définitive, vous avez un régime parlementaire. Les juristes les plus embêtants nous diront semi-parlementaire. Je ne connais pas cette expression, je ne l'aime pas. En tout état de cause, vous avez donc un régime parlementaire, en tout cas de mon point de vue, avec des assemblées faibles. Quand vous voulez avoir une assemblée portante, je veux dire, il n'y a pas tellement de secrets. Vous la dotez de pouvoir,
vous lui donnez un pouvoir d'initiative, vous lui donnez un pouvoir éventuellement de coproduction législative. À partir du moment où l'exécutif décide de comment l'ordre des jours est fait, comment les navettes doivent être faites, comment le règlement intérieur est fait, vous avez forcément un Parlement faible. Si en plus il y a trop de parlementaires, il l'est encore de plus en plus. Là, les Rwandais ont tout compris, de mon point de vue. Ils ont un Parlement pas très nombreux, ils ont un règlement intérieur des assemblées qui est libre, c'est-à-dire qu'ils en décident eux-mêmes, et donc fatalement et forcément, même si vous avez une fonction présidentielle au Rwanda qui est très forte, et c'est le cas, vous avez un Parlement qui existe. Et donc, l'une des forces de notre continent, c'est que non seulement nous faisons une Assemblée nationale généralement pléthorique, généralement dotée de très peu de pouvoir, mais vous lui mettez un Sénat double qui, en définitive, et très souvent, ne sert à rien. Et donc, vous avez deux chambres, donc un système bicaméral qui, en définitive, est doté de pouvoirs faibles et donc de sénateurs eux-mêmes qui ne servent à rien. Les pays, de mon point de vue, qui n'ont pas instauré de Sénat ou qui veulent se débarrasser d'un Sénat, et en tout cas, à mon sens, c'est qu'il faut faire de plus judicieux. Parce que quand vous avez un Parlement donc monocaméral, fort, puissant, pas nombreux, plus légitime, vous avez généralement une qualité législative qui se voit tout de suite. Alors Jean-Marie, vous avez envie d'intervenir, je vois ça. Oui, j'ai envie d'intervenir sur ce que Djemal est en train de dire là. Djemal nous dépeint le plan théorique de la chose. Il faut être conscient qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des partis politiques, ce sont les partis politiques qui sont censés représenter le peuple. Je trouve qu'au niveau théorique, les choses sont très très bien ficelées. Mais maintenant, c'est dans le fonctionnement pratique que les choses, si vous voulez, dérapent. Tout simplement pourquoi les choses dérapent dans la mesure où tous les députés d'un parti votent comme un seul homme. Alors que normalement, en démocratie, chacun devrait voter selon sa conscience et la conviction qu'il a par rapport au projet de loi qui est posé sur la table. Alors que dans pratiquement toutes les assemblées du monde, qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques prennent le dessus sur le peuple en tant que tel. Donc, à ce niveau-là, j'estime que l'exposé que Djemal vient de faire, c'est un bel exposé. Mais au niveau théorique, théoriquement, ça pourrait fonctionner, Djemal, mais à condition qu'on prenne en compte, comment dirais-je, le fonctionnement démocratique tel qu'il est mis à la base. Je veux dire que le souci principal, c'est la représentativité elle-même des députés. Dans quelle mesure ces députés-là sont représentatifs de leur circonscription, du peuple? Dans quelle mesure, justement, ils ont, eux, un attachement aux intérêts de leur... Parce qu'en général, ils défendent ou des régions ou des circonscriptions, ils défendent un territoire. Et ils sont censés être proches des doléances et rapporter, en fait, les doléances du peuple à l'Assemblée. Mais on voit très bien qu'il y a une sorte de rupture maintenant, beaucoup entre le politique et le citoyen. Et on le sent aussi dans nos pays où justement la fonction de député devient une sorte de bonus qu'on propose à certains notables, à certains politiques qui jouent le jeu du soutien de telle ou telle personne. Donc on voit bien que ça devient plus une récompense et une sorte de siège pas fictif, mais pour certains, sachant qu'il y a certains députés, par exemple, qui ne savent ni lire ni écrire, on l'a vu au Sénégal, ça avait posé problème. Il y a certains députés qui n'assistent à aucune assemblée, il y a certains députés qui ne proposent aucune loi, ou ni même ne débattent, enfin, ne proposent pas de loi. C'est pas exactement ça, c'est ne débattent pas de la loi, ou ne votent pas ou alors votent justement, viennent que le jour du vote sans savoir exactement pourquoi ils votent. Et comme disait M. Bitomo, on arrive à une situation où il y a des consignes de vote dans les partis politiques et là, pour le coup, plus de débat démocratique. Normalement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat. C'est l'endroit, justement, où les différents intérêts, les différentes propositions doivent se discuter pour que, justement, la loi qui sera votée soit, quelque part, le plus grand dénominateur commun et pas le plus petit, le plus grand dénominateur commun entre les intérêts des uns et des autres. Donc, on voit bien qu'il y a, en termes de fonctionnement, il y a... Dans nos pays en Afrique, il y a quelques couacs, mais à mon sens, ça reste quand même là l'endroit où il y a encore aujourd'hui quelques gens issus du peuple, de milieux ruraux, quelques personnes qui sont différentes. Là, on a vu, par exemple, au Rwanda, des personnes handicapées. Oui, il y a quand même une volonté de représentativité. Exactement, mais c'est parce qu'on l'a imposé.
ça n'a pas émané de l'Assemblée elle-même. C'est un pouvoir, c'est le politique qui a décidé, l'exécutif pardon, qui a décidé. C'est là aussi où les femmes, par exemple, commencent de plus en plus à émerger, même si on sait très bien que le problème des femmes députées, c'est d'être en tête de liste de leur parti. C'est bien là le souci. C'est que pour être élu, il faut souvent être tête de liste. Mais quels hommes accepteraient de laisser leur place pour les femmes, ou quelle femme se battra, parce qu'il faut souvent se battre pour prendre la tête de liste. Et on en est toujours aux mêmes mécaniques. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les femmes qui arrivent à l'Assemblée, souvent, elles ont été promues un peu poussées par derrière. Et c'est un peu dommage, parce que là, pour le coup, il y a de cette diversité-là qui se perd. Alors, Jemal, au Rwanda, la majorité des lois provient de l'exécutif. Les députés peinent à imposer leurs lois. Comment expliquer? C'est malheureusement une maladie universelle. Et donc il n'y a pas que le Rwanda, qui n'est d'ailleurs pas le pays le moins bien doté. Moi, je déclare toujours ma flamme et mon amour pour le régime parlementaire. Et je considère que la démocratie parlementaire est la plus belle des inventions. Les Suédois l'ont inventée, les Anglais l'ont assise. Ils lui ont donné ses lettres de noblesse. Et puis les Rwandais, en Afrique, lui donnent un autre regard, de mon point de vue, important. Évidemment qu'il y a encore des lacunes. Un député est élu sur un territoire. C'est un mandat national. Il n'est pas le député de la région de Kaï au Mali ou il n'est député de Dakar au Sénégal. Non, il est député national élu sur tel endroit, sur tel arrondissement, sur tel territoire. Il peut d'ailleurs être élu sur un scrutin de liste dans beaucoup d'autres pays où il n'y a pas de circonscription, donc il n'y a pas de scrutin uninominal. Il y a un scrutin de liste. Et donc, on est tout aussi député national. Ce que dit Nadia est vrai, mais en même temps, comment peut-on voir une assemblée qui n'est pas diverse, qui n'est pas diversifiée? Et en définitive, il est normal qu'il soit aussi analphabète. Parfois, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de comprendre une situation. Pour voter les lois, c'est un peu compliqué. Hein. Non, pas lire le contenu d'une loi, à mon sens. Probablement, mais sauf que la volonté populaire et l'élection et le vote est beaucoup plus supérieure à tout cela. Et donc le peuple souverain a le droit de voter pour qui veut, y compris des analphabètes. Pour maintenant revenir donc à la production législative. Il est évident que toute assemblée, tout parlement détient son pouvoir de son organisation interne. Ce soit vous donner donc liberté totale à l'Assemblée de constituer elle-même son mode de fonctionnement. Et à ce moment-là, elle choisit donc l'initiative des lois. Elle choisit, pas le monopole, mais en tout cas une bonne partie, parfois c'est 50-50. Elle choisit elle-même ses commissions, sa manière de siéger, de ne pas siéger. En France, où on se trouve, ce n'est pas le pays le plus parlementaire au monde, ce n'est pas le pays le plus démocratique de ce point de vue-là. Le général de Gaulle a institué en 1958 une règle qui est particulièrement choquante, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale française est constitutionnalisé. C'est-à-dire que le juge constitutionnel français ne regarde pas seulement les lois, il regarde y compris le règlement intérieur des assemblées. Et donc on se retrouve naturellement dans une lacune démocratique de mon point de vue réel. Là où le Rwanda évidemment gagne, c'est que cette disposition-là n'existe pas. Il est clair que dans beaucoup de nos pays, parce qu'encore une fois, on a hérité d'un système qu'on n'a pas tellement inventé, on a parfois fait le copier-coller, j'ai toujours dit sur cette émission, pas de la meilleure façon, on a copié évidemment l'emprise, le pouvoir de l'exécutif, c'est le législatif, parce qu'en définitive, une assemblée qui n'est pas, comme dirait un ancien ministre français, Godillot, c'est une assemblée qui réclame des droits, qui réclame de mieux faire les lois, qui les surveille après, et donc la tentation de l'exécutif est toujours de la museler, de la contrôler, de faire qu'elle ne soit pas. Un des secrets, et j'en aurais fini là, des assemblées, de mon point de vue, réside dans deux choses. Un, le nombre. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, vous avez 577 députés. Je ne suis pas convaincu que la France a besoin de 577. 300 suffisent largement. Et quand vous avez 300 députés, vous avez forcément 300 députés qui ont un poids beaucoup plus utile. La deuxième chose, de mon point de vue, qui est encore plus importante, c'est que le règlement des assemblées soit libre. Et donc, si on arrive demain en Afrique à imposer ces deux règles-là, on aura des assemblées de plus en plus fortes, de plus en plus attractives et regardées autrement. Jean-Marie? Je rebondirai sur un point que Jemal a souligné tout à l'heure, à savoir que le député, si vous voulez, c'est un député national. Un député, d'abord, il est là pour représenter sa propre circonscription. Au plan national, si vous voulez, quand vous regardez une assemblée au plan national, c'est autre chose. Un député, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est la courroie de transmission entre son territoire et l'Assemblée nationale. Quelles sont les doléances, si vous voulez, de ma circonscription par rapport à ce que je représente, puisqu'il n'est que le représentant, si vous voulez, de son territoire. Donc,
il n'a pas tout simplement à privilégier l'aspect national. Un député, je sais bien qu'il est national, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il est ancré dans une circonscription. Sur cette liste-là, la liste dont on a parlé tout à l'heure, sur cette liste, vous avez une liste qui est posée en fonction des probabilités d'élection, si vous voulez, des uns et des autres sur la liste. Donc à partir de là, on est là, de mon point de vue, un député est là pour représenter, c'est-à-dire sa propre circonscription. Ça peut être national, vous pouvez tenir le raisonnement national dès l'instant que vous vous situez au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, vous allez me dire que le député il est national. Mais maintenant, en ce qui concerne ses fonctions et ses fonctionnalités dans la société, c'est quelqu'un qui est censé représenter les doléances de la circonscription qu'il présente dans l'hémicycle. Nadia, vous voulez intervenir ? Mais en fait, moi, ce qui je trouve qui est différencié quelque part, c'est dans le mode d'élection des députés. Que ce soit un suffrage universel direct ou un système à l'américaine, on voit bien que la représentativité ne sera pas la même. À mon avis, c'est ce qui fait la différence en termes de représentativité. Parce que je reviens juste sur aussi un petit point que Jamel a dit, en disant qu'en fait, les citoyens votent en leur âme et conscience. Si seulement c'était vrai, si on avait cette possibilité-là de voter pour la personne qu'on veut vraiment. Mais là, en l'occurrence, on sait très bien qu'on vote pour déjà ceux qui se présentent, ceux qu'on nous propose. Et souvent, a-t-on vraiment le choix de voter? A-t-on vraiment le choix de voter ou pas? Ou on voit très bien qu'il y a certains députés qui sont plus nommés qu'élus. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements qui font aussi qu'aujourd'hui, et combien même, c'est vrai que nous avons ici un spécialiste du droit, donc le droit, si on respecte le droit tel qu'il est écrit, en effet, ces assemblées-là sont essentielles. Et en effet, il y a une certaine représentativité. Mais dans les faits, ces différents couacs et dysfonctionnements font que ces chambres sont plus des chambres de validation de l'exécutif. C'est plus un contre-pouvoir, c'est plus un endroit de débat. C'est juste un endroit, c'est juste le lieu où on va valider ce que l'exécutif a décidé. Et là, pour le coup, ça a plus aucun sens. Jean-Marie, très rapidement. Très rapidement, je voulais revenir sur ce que Nadia vient de dire et j'insiste dessus dans la mesure où, si vous voulez, les partis politiques représentent les candidats, c'est-à-dire ce sont des organisations qui sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, vous avez la théorie. On fixe le cadre dans lequel devrait évoluer un parti politique. Mais quand on regarde le fonctionnement réel sur le terrain, on ne s'y retrouve pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, comme Nadia vient de le dire tout à l'heure, tous les candidats sont nommés par le parti. Pour estimer que c'est logique, dans la mesure où vous appartenez à une organisation, cette organisation-là vous donne mandat de la représenter. Vous la représentez à quel niveau? Au niveau de l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, il faudrait être vigilant par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est que nos chambres, en fait, en Afrique, comme un peu partout dans le monde, il n'y a pas qu'en Afrique. On l'a vécu ici, là, récemment, à l'Assemblée nationale française, où vous avez les députés frondeurs qui sont mis un peu de côté par rapport à la discipline, si vous voulez, qui était donnée par rapport au gouvernement. Là, on sent un renouveau de la démocratie, de mon point de vue. Sinon, comme Djemal l'a dit, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, à savoir que pratiquement, ce n'est pas tout simplement une maladie qui nous touche en Afrique, mais on trouve ça pratiquement dans toutes les assemblées nationales au monde. Sauf que ça dévoie les bases de la démocratie. Les fondements même de la démocratie sont dévoyés par la pratique. Et tout de suite, ça rappelle des titres qui ont été développés en début d'émission. En Tunisie, on parle ou pas d'un moment historique. C'est en effet ce dimanche que les électeurs ont été appelés aux urnes pour élire leur président. Et au terme de cette journée de vote, le parti Nida Tounes, fort de sa victoire aux élections législatives du 26 octobre, par favori. On s'achemine donc vers un second tour. Le chef du parti Nida Tounes, Béji Caïdé Sepsi, face au président sortant, Moussef Marzouki. Et au Burkina Faso, le gouvernement de transition a été nommé ce dimanche après plusieurs jours de tractation. 4 militaires figurent au gouvernement qui occupent notamment les 2 ministères clés de la Défense et de l'Intérieur. La première séance du nouveau Conseil des ministres s'est tenue quant à elle ce lundi. Nous allons désormais marquer une courte pause. Dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.